FM qui s'est réveillé très tôt ce matin pour vous servir et vous accompagner jusqu'à 10h30. Bonjour, chers amis du matin. J'espère que le bon nombre d'Algériens sont vraiment réveillés. De toutes les façons, on vous accompagne quand même sans café le matin. حرام عليكم ما حطيتوا لنا قهوة ما جبتوا لنا شوية خبز جبتوا لنا les bons croissants et les pains au chocolat. Bon, mais ça va être dans quelques jours. Bon, on va dire, on est juste au début de Ramadan. شحال باقي لنا بصح comme on dit غمض عين حل عين et c'est bon, c'est l'Eid. Alors j'espère qu'on vous transmettra une petite humeur très festive de notre plateau de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran en ce 28 mars. Eh bien, on commence à dire au revoir au mois de mars et on va dire salut le mois d'avril. Alors, le 1er avril, il faut faire très attention pour les blagues et bien sûr, on va dire, les trucs vraiment très salés. Donc, il faudrait les mettre de côté. Eh bien, cette matinée, nous allons parler on va dire, de la colopathie sous toutes ses formes avec professeur Chafiqa Bennouni. Alors, on lui posera plein de questions à votre place, chers amis téléspectateurs. Et bien sûr, on ira vers la rubrique de droit avec Jamila Saber où il sera question de parler de l'abus de confiance. Et oui, l'abus de confiance, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui aussi. Hein. Donc, et bien sûr, il y aura un petit peu d'artisanat aujourd'hui. On va découvrir des mains de fées. Croyez-moi, vous allez être vraiment ébahis de leur savoir-faire. Et bien sûr, comme on commence en beauté, on finira en beauté en musique avec Nessim Andalous qui donnera un beau spectacle ce soir. Mais sans plus tarder, comme on vous l'a habitué, une très belle chanson pour commencer avec une très belle, on va dire, très belle voix féminine cette fois-ci. C'est Mariam Ben Allel, Ben Hlal qui est Ramadan. وجهت معاك نسمع شهر الطوع والفران جود الإحسان والرحمة بان هلالك يا رمضان وجهت معاك نسمع شهر الطوع والغفران جود الإحسان والرحمة محلى ذيك نسمع دخلت للديار البسمة يا هدية بسمة انت عسيل ملمة وحكايات السهر كم من يوم في العام يحبوك كبار وصغار تراويح ودنيا وقرآن ابتهال وذكار كل لسان يصلي على الطه المختار صلوا عليه صلوا على محمد صلوا عليه صلوا عليه وزيدوا صلوا عليه صلوا على محمد صلوا عليه انت شهر الحكمة ويكتر فيك الخير يا ربي تقبل منا ولا تخلي فقير يا بناد مغنم ودي دعوة الغير صوم وصلي ونفل ربي تواب خبير صلوا على محمد صلوا عليه صلوا عليه وزيدوا صلوا عليه صلوا على محمد صلوا عليه
ضاوي فوان الصبخور وجاوي ريحة رمضان الداوي صلوا على المداني اللي حبه سباني ساكن قلبي ودهاني بين هلالك يا رمضان وجات معك نسمة شهر الطوع والغفران الجود لحسن الرحمن بين هلالك يا رمضان وجات معك نسمة. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, eh bien, en ce mercredi 29 mars 2023, on va vous accompagner jusqu'à 10h30. Eh bien, j'espère que Radin Kono, je suis RFF Alikom. Donc, on va parler de colopathie en cette matinée avec professeur Menouni Shafiqa. Alors, elle est professeure chef de service de gastro-entéro à l'EHU d'Oran, 1er novembre 54. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Ça va avec Ramadan? Alhamdoulilah. Ramadan Moubarak à tous les Algériens, Merci. à vous, à votre staff. Merci. Et à tous les Algériens qui nous écoutent à l'intérieur du pays et en dehors du pays, qui sont assez nombreux de jour en jour. Oui. Alhamdoulilah. Alors, colopathie, troubles intestinaux, syndrome du côlon irritable, colite spasmodique. Quel que soit le nom qu'on lui donne, cette infection intestinale fait l'objet d'un très grand nombre de consultations. Alors, qu'est-ce que la colopathie? Tout d'abord, je tiens à te remercier, Imen, d'avoir choisi cette pathologie. Surtout la première semaine de Ramadan, il y a la un première dérèglement. semaine, et puis c'est une pathologie qui est très fréquente. Ça devient une pathologie qui est presque un problème de santé publique nationale et internationale. C'est une pathologie, ce n'est pas une infection, c'est une pathologie fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est ce patient qui a plein de symptômes qu'on verra tout à l'heure, mais qui n'a aucune atteinte ni à la radiologie, ni aux examens complémentaires qu'on lui préconise. Donc, c'est une pathologie quand même qui représente, disons, une moyenne de 35 à 40% des consultations des gastro-entérologues. Et elle va jusqu'au-delà de 60% de la consultation du médecin généraliste de ville. Donc, pour vous dire, les plaintes de côlon irritable, colopathie fonctionnelle, colite spasmodique et j'en passe, ou du syndrome carrément de l'intestin irritable, c'est quand même une grande pathologie dont on n'arrêtera jamais d'en parler. D'en parler, effectivement. Et de consulter aussi. Non seulement d'en parler, de consulter, de sensibiliser et d'essayer de soulager à travers cette, je dirais pas, banalisation des symptômes, parce qu'en fait, ce sont des symptômes, on va dire, très invalidants. Oui. Mais ils ne doivent pas inquiéter pour autant si on est devant un médecin chevronné qui connaît la pathologie, qui essaye de l'explorer au début et puis à la fin il posera, parce que poser le diagnostic de côlon irritable est très difficile. Effectivement, parce que c'est un diagnostic, comme on dit à nos assistants, à nos jeunes externes de formation, et on leur dit c'est un diagnostic d'élimination. Donc, on doit, en tant que gastro-entérologue, éliminer pas mal d'autres pathologies pour pouvoir amener sur la table les critères du côlon irritable. Et pour vous en parler un peu plus, je dirais ce syndrome de l'intestin irritable ou cette colopathie fonctionnelle a amené les grands chercheurs du monde à se mettre autour d'une table et poser ce qu'on appelle les critères de colopathie fonctionnelle qui ont été cette table ronde a vu le jour au niveau à Rome, et depuis il y a le Rome 1, les critères de Rome 1, de Rome 2, de Rome 3 et actuellement le Rome 4 qui à chaque réunion
il peaufine un peu les critères pour faciliter aux médecins le bon diagnostic. Effectivement, de bien diagnostiquer cette colopathie Et pour irritable. dire, un jeune qui a 35 ans, vraiment à la fleur de l'âge, où il est en train de construire sa vie personnelle et professionnelle, qui est amené à avoir ce syndrome de l'intestin irritable, ça va gâcher non seulement sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Il n'arrive pas à donner le maximum de lui-même dans les deux, j'allais dire, charpentes de la vie. Et parfois, il rate beaucoup de choses et à travers ce côlon irritable. Pourquoi? Parce que les symptômes sont assez variés. Au-delà des symptômes digestifs, donc vous, tout à l'heure on en parlait, on disait quelles sont les formes de ce syndrome de l'intestin irritable. Je dirais il y a la forme diarrhéique, la forme de constipation, la forme aussi bien diarrhée et constipation, la forme spasmodique. D'ailleurs dans les critères de Rome, il y a la douleur et un symptôme du diagnostic. Ce sont des douleurs pas très importantes, des flatulences, des ballonnements, mais c'est des choses qui sont chroniques. Quand on voit le malade, il te dit, moi j'ai ça depuis plus de 6 mois. C'est déjà un critère. Le plus de 3 à 6 mois est un critère de diagnostic sans retentissement sur l'état général. C'est important. Il y en a ceux qui en souffrent depuis des années, mais ils ne se rendent pas compte, je crois, ou alors ils n'ont pas encore cette culture d'aller consulter. Écoute, de se rendre compte, je pense que oui, mais aller consulter, c'est des grands ils font d'ailleurs, ils font du nomadisme médical. Le colopathe, c'est un patient qui n'est jamais satisfait à la consultation et il cherche toujours ce repos digestif, ce bien-être qu'il ne trouve pas, même s'il il est pris en charge par les grands maîtres de la pathologie digestive. Effectivement. Et parfois, il attend plutôt plus une écoute. Je pense que oui, parce que généralement, d'ailleurs, on va arriver au traitement tout à l'heure, c'est que la colopathie, elle n'a pas un traitement définitif. Parce que la colopathie, ce sont des syndromes, des symptômes fonctionnels. La douleur, si vous allez me faire une douleur aiguë, est-ce que je peux la calibrer maintenant? Je ne pourrais pas la calibrer. Pourquoi? Parce que c'est un symptôme subjectif. Le malade, il peut tomber par terre et tenir son ventre en disant c'est une aiguë, mais le médecin n'a pas le calibrage de la douleur. Parce qu'elle est subjective et cette douleur, elle est en fonction de chaque patient. Donc, moi, je dirais les symptômes sont des symptômes assez subjectifs. Il y a la flatulence, c'est ce ballonnement, ce mal-être digestif. Cette gêne. D'ailleurs, ils ont parlé d'inconfort digestif dans les critères. Mais parfois, tu vas dire à un malade, explique-moi l'inconfort. On n'a pas trouvé le synonyme dans les pays arabes de l'inconfort. Donc, on l'a remplacé par la douleur, celle qui va être comprise par le malade. Parce que inconfort, trouve-moi, qu'est-ce qu'il peut remplacer? Mal à l'aise. On va trouver toujours un mot en français qui remplace l'inconfort. Donc c'est pour ça que les critères, on les a peaufinés et on a trouvé que la douleur reste un symptôme assez fréquent. Alors, et quel est l'élément provocateur de cette colopathie irritable? Alors, je parle maintenant comment poser. J'ai dit tout à l'heure que la colopathie fonctionnelle est une pathologie qui est fonctionnelle. Ça veut dire le médecin, quand il veut poser un diagnostic, il doit avoir des critères et des éléments objectifs. Donc, je prends un scanner, je trouve la pathologie. Je prends un bilan, je trouve une anomalie. Je prends une histologie, je trouve. Alors, le colopathe, tout ça est bon chez lui. Tout ça est normal. Donc, pour dire quel est l'élément déclencheur, il s'est avéré que parfois des pathologies, une infection digestive, une parasitose, peut déclencher un côlon irritable. Comme les salmonelles, les infections digestives, la maladie. Il réveille la maladie le côlon irritable. Des fois, c'est dû à l'alimentation, la mauvaise alimentation. Alors, l'alimentation est un critère non déclencheur, mais plutôt de maintien de la poussée.
il maintient la poussée. C'est pour ça que le colopathe, il peut avoir des allergies digestives. C'est pour ça, parfois, il a mangé un truc, il a eu mal. Peut-être ce sont des allergies digestives que, en dehors de grandes allergies, des petites allergies à certains composants comme les colorants, les additifs, les crèmes, les produits additionnels, beaucoup de fritures qui peuvent déclencher tous ces symptômes qui vont avec, c'est-à-dire les dyspepsies hépatiques, etc. et j'en passe. Maintenant, vous allez me dire, l'élément le plus déclencheur, en fait, c'est ce conflit et ce stress que mène la société et qu'on peut mener. Donc, on a beaucoup de colopathie lors d'un déclenchement, lors d'un, j'allais dire, de ce qu'on appelle une perte d'un parent, comme la Covid a déclenché beaucoup de colons irritables, en fait. Oui. Beaucoup de pertes de parents, de proches. Ce stress qu'on a vécu pendant 2 ans a fait renaître et multiplier nos consultations de colopathes par 2. Donc, pour vous dire que en dehors de tout ça, c'est le stress, c'est les infections et c'est le maintien par une alimentation non hygiénique, c'est-à-dire non bio, avec une hygiène défaillante sur le plan, j'allais dire, de maintien d'une alimentation équilibrée et le maintien de cette alimentation. Mais le déclencheur peut être le stress et d'autres facteurs génétique. Additionnel qu'on ne comprend toujours pas. Oui, effectivement. Alors, on a parlé des symptômes. D'ailleurs, c'est une gêne, un ballonnement, peut-être des coliques, peut-être. Donc, et quelle est la solution à ces gènes? Vous savez, si vous prenez l'ordonnance du côlon irritable, elle n'est pas uniforme. Le médicament n'est pas un médicament... C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Dans les formes diarrhéiques, on peut donner des antidiarrhéiques, mais modérés. On arrange déjà. Déjà, il faut... Moi, j'ai toujours bien compris les gens qui travaillent sur ça et qui disent qu'il faut tout d'abord écouter le patient. Pour ceux qui nous écoutent en tant que médecin généraliste ou médecin gastro-entérologue, je dirais tout d'abord commencer par faire une consultation d'écoute. Il faut l'écouter, comprendre, définir correctement, explorer. Maintenant, on a un peu, j'allais dire, élargi les explorations. Il faut éliminer une maladie cœliaque, une maladie de Crohn, un colopathe qui vient à 50 ans, je dois faire une coloscopie, voir qu'est-ce qui se passe dans le côlon, je fais un scanner, je demande un bilan biologique. Et puis, autre chose, le colopathe ne reste pas colopathe toute la vie. Il risque, je ne sais pas, j'ai fait un diagnostic aujourd'hui, dans 2 ans, il vient avec des symptômes un peu exagérés ou dans 6 mois, je le vois un peu avec je redemande une petite formule, vous savez, il peut me développer n'importe quoi entre temps, voilà. Donc ça, c'est le message. Il ne faut pas prendre le colopathe pour colopathe à vie. Il fait des cancers du côlon entre temps. Il fait des pathologies digestives. Il fait d'autres pathologies. Donc ça, c'est le premier critère. Donc diagnostic d'élimination, savoir faire le bilan. Maintenant, si on pose le diagnostic est posé, je mettrai en fonction du patient. S'il est constipé, je le traite en tant que tel, diarrhéique, je le traite en tant que tel, je diminue légèrement ces spasmes. Et puis dans l'ordonnance, il y a un grand travail sur un journal américain qui dit il faut faire participer le malade à l'ordonnance. Vous imaginez un malade qui vient voir un professeur de médecine et ce prof va lui dire qu'est-ce que vous en pensez bon. Même si actuellement, les profs, le côlon irritable est vu un peu par les plus jeunes, mais si le médecin lui dit « Qu'est-ce que vous pensez, ce médicament vous a donné ?» S'il lui dit non, il ne doit pas le prescrire. Le malade intervient parfois dans la prescription. Par exemple, un médicament antispasmodique qui ne lui a pas donné d'effet, il ne faut pas le renouveler pour montrer que... Donc, il faut donner des antispasmodiques, des antidiarrhéiques en fonction du tableau clinique. Et puis, parfois, maintenant, on ajoute un antibiotique ou un probiotique. Moi, je préfère les probiotiques. Alors, quelle est la différence entre les deux ? L'antibiotique, c'est un médicament qui va agir directement sur une bactérie donnée.
d'accord, Oui. sur une bactérie donnée. Et un probiotique, c'est celui qui va nous équilibrer ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Alors, le microbiote, c'est la nouvelle donnée récente sur le côlon irritable. Ils disent que la colopathie fonctionnelle est un dysfonctionnement du microbiote qui est le nombre de bactéries qu'on a dans l'intestin. Tu sais, Imen, dans l'intestin, dans le tube digestif, il y a des bactéries bons et des mauvais. Pour qu'on soit en symbiose, c'est-à-dire en équilibre, il faut que le nombre de bactéries bons et mauvais soit en équilibre, soit en symbiose. Et pour avoir cette symbiose, il faudrait parfois prendre un petit lait, un peu pourquoi Sahab Bekri disent que ça nous donne du bien-être. Le plateau de fromage à l'européenne est très bon parce qu'il contient des bactéries bonnes pour l'intestin. Maintenant, il y a des médicaments qui sont faits pour nous équilibrer le microbiote. Et si on équilibre le microbiote avec une cure tous les 6 mois, c'est un bien-être qu'on va donner au colopathe. C'est un autre bien-être que... Écoute, on va lui équilibrer son microbiote et c'est plus de 80% du traitement. Alors, et quelles sont les conséquences justement d'un colopathe qui n'est pas pris en charge? La conséquence, c'est un colopathe qui va être c'est-à-dire en mal-être. Et ce mal-être, il est professionnel. Quand tu vois, maintenant, on parlait des jeunes qui sont la nouvelle génération, comment ils sont. S'il est colopathe, il a été heurté par un choc émotionnel, par un stress personnel ou familial, il va diminuer de plus de 80% son rendement professionnel. Actuellement, dans les grandes boîtes internationales qui veulent un rendement à 100%, pour ne pas tomber dans le stress et la colopathie, ce syndrome en général, ils leur donnent des salles de bien-être à l'intérieur de l'établissement de travail. Ils leur mettent des piscines, ils leur mettent des restaurations, ils leur mettent des salles de détente, ils leur mettent de la musique, ils essayent et ils ouvrent... Comme on dit, la musique adoucit les mœurs. Et ils ouvrent les bureaux en open space pour ne pas faire cet enfermement entre le chef, le sous-chef, le responsable, le moins responsable. L'open space a ouvert aussi, a vu le jour pour laisser ça. Donc le bien-être est un bien-être professionnel tout d'abord, et puis ça va agir aussi sur le plan personnel du patient. Oui. Imagine, c'est un patient stressé, c'est un patient irrité, c'est un patient qui n'arrive pas à remplir et à avoir des idées claires. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'à ce côlon. Vous savez pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a des hormones. Il y a des hormones, il y a des sécrétions neurotransmetteurs qui sont défaillantes dans l'intestin. Il y a des sécrétions de sérotonine qui est une substance qui est anxiogène. D'ailleurs, ils ont essayé de donner des antisérotonergiques, c'est-à-dire des choses qui vont agir sur ces neurotransmetteurs. Ils ne sont pas arrivés parce que le malade, on va encore l'affaiblir plus et plus. Donc, c'est plutôt lui donner un bien-être. Et maintenant, le côlon irritable est un... Pourquoi on fait les critères, en fait? C'est pour laisser la CNAS, en général, les caisses de remboursement et les caisses de santé-maladie, là. Un colopathe, il n'a rien. Tu lui donnes 2 semaines de congé, il ne va pas être accepté. D'ailleurs, la colopathie, c'est la deuxième raison d'absentéisme dans les... de plus, voilà, mais cet absentéisme n'avait pas une réponse au niveau des grandes caisses de maladies, les CNAS. Elle ne te rembourse pas un colopathe. T'as des lots de 2 semaines, elle va dire « je veux une expertise sur ce repos ». Et quelle expertise tu vas lui donner? Donc, tu vas lui donner une expertise et elle demande au médecin d'écrire. Maintenant, le colopathe, grâce à ces critères internationaux, il peut bénéficier d'un repos temporaire, momentané, court, pour lui donner un peu le temps, quand il n'arrive pas à assimiler ou à venir au travail de façon sereine, de lui permettre un peu de se reposer et de revenir plus serein
est plus en forme parce que le colopathe est quand même une maladie assez invalidante. Et tout le temps fatigué aussi. C'est pour ça qu'on associe un peu parfois des compléments alimentaires, du magnésium, on associe. Et moi, il y a beaucoup de colopathes qui sont vus d'abord par le psychiatre, pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment une anxiété très profonde. Donc parfois, ils ne voient pas le symptôme digestif. Et maintenant, comme la pathologie déclenchante. Exactement. Alors que le déclenchant, c'est le tube. Donc, le tube digestif qui est notre cerveau, en fait. Si on cherche le cerveau, tout se passe dans la tête, c'est le tube dans la tête, effectivement. Et pourquoi on dit ça? Le jour où on a compris que notre microbiote, qui est la carte pratiquement génétique de l'être humain. Chaque être humain, il a un microbiote spécifique. Donc, ce microbiote, quand il est déficitaire ou il est déséquilibré, va déclencher certaines pathologies qu'on appelait auparavant, il y a une quinzaine d'années, on les appelait plus les pathologies somatiques. Il me casse la tête, il vient tout le temps, il revient, il fait des IRM. Ça arrive là-dedans. Meskin, il n'est pas. Et c'est pour ça que nous sommes. On dit en arabe le mouswis. Voilà, il est angoissé. Donc ils n'arrivent pas à gérer. Maintenant, on est aidé aussi quand on fait le diagnostic. À côté, chez moi, on a la psychologue qui le maintient. Qui le voit, qui lui permet un peu de discuter et tout. Donc, je pense que la psychologue est un élément très important dans la prise en charge de la colopathie. Très bien, merci beaucoup, professeur Manouni, c'est un plaisir. Donc, certainement, on aura à vous recevoir dans d'autres occasions et pour parler d'autres pathologies en relation justement avec tout ce qui est gastrique et entérologie. Mais surtout, alors la prochaine fois, peut-être on pourrait aborder éventuellement le sujet de la maladie de Crohn. Oui. D'ailleurs, c'est une pathologie qui est très répandue actuellement, qui est pratiquement mal gérée par les malades déjà. Et quand on arrive à l'hôpital, quand on arrive chez le médecin, donc des fois, on est à un stade vraiment très avancé et on abordera ce sujet certainement avec professeur Manouni. Merci beaucoup et bonne journée. Donc, ça vous arrive de faire d'aller au marché pour acheter quelques bons légumes? Écoute, c'est la femme algérienne, en fait, c'est une femme à plusieurs fonctions. On est tout terrain. Donc, c'est ce que je dis. On jette la blouse blanche à l'hôpital et on remet une autre blouse colorée pour nos enfants, pour notre famille. Et puis, le challenge de la femme algérienne, c'est généralement de gérer les deux. Gérer, et puis on est tout le temps en train de vouloir faire plaisir à notre famille. Exactement. Moi, je me dis, j'avais une amie à l'étranger, quand elle voit qu'on sert nos hommes, qu'on les sert, qu'on leur met et qu'ils sont, voilà, tout le monde est. Donc on revient à notre vie normale. Effectivement. Et le marché, c'est quel plaisir d'aller au marché, d'acheter de bons légumes, de bons fruits. Alors je vous donne envie je vous donne quelques idées quand même. Alors pour avoir un peu plus d'idées, alors professeur Manouni, je vous emmène avec moi à la découverte. D'ailleurs, c'est un marché que vous connaissez certainement. Donc c'est un sujet signé Sofiane Mouknine et lecture de Selim Skandal. Alors on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté de Christelle. Oui, Christelle. Et on se retrouve juste après. Chaque après-midi, dans ce village côtier, que les habitants de la région oranaise viennent savourer l'ambiance ramadanesque spéciale du marché des fruits et légumes de Christelle. La particularité des produits proposés, c'est la source d'eau pure qui irrigue les terres agricoles de la région. احنا رانا جاي من الوهره من الباصين نجوا هنا كريستال من والدينا كانوا يجيبونا هنا الحمد لله يا ربي والفنا هذه البلاصه نعمروا الماء ندوا خضرتنا حلو والله يبارك ما شاء الله زعما الحمد لله يا ربي حلو كل شيء حلو الله يبارك ويسقوها بالماء حلو تفوت الهيام الهيها تلقى الحيه كل شيء من العين الحمد لله يا ربي. هذه البلاصه شابه بزاف ديجا تريح مورالمون فيزيكمون هذه الحاجه الاولى وسلطه ديها كما يقول لك تديها من لاصوص لاصوص ديجا تشوفي لاصوص تشوفي العين تاعهم اللي هنا الله يبارك كل شيء جديد ما كاش حاجه قديمه ولا يعني كدي حاجه تكون اكيد منها. Outre la bonne qualité des fruits et légumes proposés,
la proximité des terres agricoles permet une commercialisation à moindre coût, ce qui attire les consommateurs de toutes les régions de la ville. خضرة مجنان هذه خويا كل يوم تطلع جديدة هنايا تكملها لي راك تشوف الماء كل يوم نغسلوها ونشطفوها هنايا كل يوم يديها حية منه وكل عام عندنا هذا شهر رمضان المبارك خويا تعرف كنا عندنا يجي عندنا هذا الباساجي يعمر الماء عندنا الحور كما تشوفوا فوقها معنا كاين الخضرة كل عام هكا خويا وخضرة جديدة فري كل يوم جديد. Comme chaque année, le marché des fruits et légumes de Christel est une destination incontournable pour les consommateurs des produits bio et frais, notamment durant le mois de Ramadan. Eh bien, voilà, vous avez pu découvrir de bons légumes, un petit peu tout ce qui concerne un petit peu et tout ce qui fait à ce qu'on prépare une bonne harira à l'oranaise, djimattara avec de bonnes épices. Mais avant cela, nous allons aborder un très bon sujet d'ailleurs aujourd'hui que nous a été proposé par Maître Djamila Saber. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. De toutes les façons, on a tous fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas la nôtre. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que l'abus de confiance? Oh, combien ce sujet est important et compliqué et ça va réveiller des blessures, beaucoup. Oui. Alors, l'abus de confiance, ce qu'on appelle en arabe, bon, j'insiste toujours parce que les chers téléspectateurs, d'ailleurs, bonjour, insistent pour que je leur traduise à chaque fois en arabe la loi en arabe. Oui, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Donc, c'est khiyanat al-amana. طبقا للمواد 376 إلى المادة 379 من قانون العقوبات الجزائري. Donc l'abus de confiance, donc ça m'intéresse vraiment. Tout à fait. Tout à fait. Et même la notion de l'abus de confiance a évolué avec les mutations sociales. Effectivement. Voilà. Oui. Donc quand on parle d'abus de confiance avant, moi je me rappelle quand j'étais petite, quand on parlait d'abus de confiance, je ne sais pas, je vais donner la définition, mais je vais donner l'exemple parce que les gens vont se rappeler cet exemple. Vous vous rappelez, la femme algérienne a tendance à serrer la ceinture, à mettre un sou sur un sou pour s'acheter de l'or. Effectivement. De toutes les façons, nos grands-mères, nos mères et tout le faisaient, mais même la jeune génération actuellement. Tout à fait. Mais bon, beaucoup franchement, plus, moi, voilà. je le fais. Hein. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passait? Donc, certaines familles, par exemple, une femme, elle remettait ses bijoux à une autre femme, à un membre de la famille ou à une amie proche à elle, à une cousine. Elle lui dit, tu me caches ces bijoux-là. Effectivement, tu me les mets de côté. Oui, ça, on ou le tu voit me les vends et tu me ramènes. Là, on le voit pratiquement dans toutes les familles algériennes. Voilà. Alors, cette bonne femme s'approprie des bijoux de la bonne femme, ou elle les prend carrément, ou elle les vend et elle prend l'argent. Elle s'approprie le bien de l'autre. En croyant que c'est à elle. Voilà. Ça, c'est un abus. Et on a vu des affaires sur les couloirs des tribunaux, des trucs entre familles. Voilà. Oui. Alors ça, déjà, j'ai donné cet exemple pour que les Algériens puissent comprendre, nos chers téléspectateurs, déjà ce que c'est l'abus de confiance. Qu'est-ce que l'abus de confiance? Exactement. C'est faire confiance à quelqu'un qui ne le mérite pas. Tout à fait. Donc, par exemple, moi, je vous donne une certaine somme d'argent, je vous demande de me les cacher, et là, à un certain moment, peut-être dans une année ou alors une année et demie, je viens vers vous, je reviens vers la personne et là, il me dit, ou alors elle me dit non, vous m'avez rien pas donné. Encore, attends, et puis nahari de nahar, comme on dit, et puis on se voit en train de ne pas récupérer notre dû. Tout à fait. Alors, l'abus de confiance, la définition de l'abus de confiance, c'est-à-dire quelqu'un qui s'approprie un bien ou de l'argent ou autre chose, c'est-à-dire qui s'approprie ce bien-là, qui lui a été remis au préjudice d'une personne, qui lui a été remis par une personne pour un temps temporaire ou pour un travail bien déterminé dans le temps. Et cette personne, donc, ou détourne l'objet de cette remise-là, de cette confiance, c'est-à-dire la remise de ces objets-là, que ce soit des fois des quittances, des fois c'est l'argent, des fois c'est des biens, sauf ça touche jamais un bien immobilier, ça touche pas. Donc, cette personne s'approprie et détourne l'usage et ne veut plus... Oui, mais des fois, pardon, Maître Saber, il y a des cas pour les biens immobiliers. Hein.
Il y en a eu. D'ailleurs, dernièrement, j'ai entendu parler elles étaient deux personnes très proches, je pense que c'était des sœurs, en fait. Donc, l'une d'elles avait acheté un appartement et puis elle a mis au nom de sa sœur. Après, elle ne pouvait plus le restituer. Non, ça c'est. Là, c'est l'abus de confiance. Non. Quand on met un bien immobilier au nom d'une autre personne, là, c'est plus l'abus de confiance. Mais elle devait le récupérer. Non, mais sur quelle base elle devait le récupérer? Non, elle a acheté, je ne sais pas pourquoi, elle a mis au nom de sa sœur pour après le récupérer, je ne sais pas, un truc comme ça. Non, il y a eu, là, ils ont toutes les deux traficoté, en quelque sorte. Ça s'appelle le trafic. Voilà, donc si elle l'a mis au nom de sa sœur, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Ça, c'est pas de confiance, exactement. Mais ça, c'est du trafic. Voilà, tout à fait. Elles ont toutes les deux traficoté. Alors, mesdames, vous êtes... Alors là, ça sonne faux. Hein. Exact, donc, ça sonne vraiment faux. Parce que l'abus de confiance ne touche jamais les biens immobiliers. Ça touche que tout ce qui est mobile, argent et tout ça. Je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre. Déjà, je tiens à préciser que l'abus de confiance, il n'y a pas d'abus de confiance selon l'article, c'est-à-dire entre les descendants, les ascendants, et les conjoints. Ah, il n'y a pas Il n'y a pas, sauf des fois, il y a une réparation selon l'article 368 du Code pénal. Ouais. Donc, si, par exemple, un mari vient dire, voilà, je lui ai remis l'argent, attention, ça passe pas. Tout à fait. Alors, donc, il vaut mieux garder son argent. Il y a des petites réparations civiles, des fois, mais il n'y a pas. Et il faut faire attention aussi il ne faut pas confondre entre abus de confiance, vol, escroquerie et abus de faiblesse. Il y a une grande différence parce que les gens ont tendance à confondre tout cela. L'abus de confiance, les éléments constitutifs d'un abus de confiance, du délit d'abus de confiance, c'est l'élément matériel déjà, c'est l'objet ou l'argent qu'on remet à la personne. Et ensuite, il y a l'élément intentionnel, c'est-à-dire cette personne à qui on a remis c'est-à-dire ces objets-là, elle a eu une mauvaise intention. Elle était mal intentionnée et elle a détourné, c'est-à-dire l'objet de ce qui lui a été remis et ce qu'elle devait faire aussi. Donc, on prend comme exemple, par exemple, il y a par exemple une entreprise. Le chef d'entreprise, il désigne un salarié et lui donne de payer, de régler les frais professionnels et les employés. Ce salarié détourne l'argent, il ne paye pas. Il ne paye ni les frais professionnels, ni les salariés. Ça, il y a un abus de confiance. Effectivement. Voilà. Et on a vu aussi des gens, on a vu certains expatriés, nos expatriés, qui ont envoyé de l'argent à des membres de leur famille ici, ou à des membres de leur famille ou des gens, par exemple à des promoteurs ou à quelqu'un d'autre, pour acheter un bien immobilier ou régler les traites d'un bien immobilier. Et cet argent a été détourné. Ensuite, il y a eu la mise en demeure, les trucs. Là, la personne se réveille, dit qu'est-ce qu'il y a eu? Non, je paye chaque mois. Elle dit, non, mais il n'y a rien qui a été payé pendant plus de 2 ans. Donc, c'est là où on se rend compte, on est devant le délit d'abus de confiance. Effectivement, oui. Voilà. Donc, il y a aussi un employé qui travaille dans une société, par exemple, où il est chargé des fichiers, par exemple, de toutes les données personnelles des employés ou des sociétés ou des partenaires avec qui travaille cette société, il les donne à une autre société. Donc, il y a un abus de confiance, par exemple. Par exemple, s'il a aussi les données personnelles des employés, aussi, alors aussi qu'il les donne à quelqu'un d'autre et tout ça, il y a aussi un abus de confiance. Là, il peut être poursuivi pour un abus de confiance. Alors, l'abus de confiance, il y a aussi, par exemple, il y a les notaires, il y a les promoteurs, il y a pas mal, surtout. Alors, l'abus de confiance, les sanctions de l'abus de confiance, elle va, quand c'est un abus de confiance simple, ça peut aller de 3 ans à 5 ans, de 3 mois plutôt à 3 ans. Et quand il s'agit d'un officier public ou ministériel ou un agent, c'est-à-dire qui est en détention de données personnelles ou qui doit, c'est un rédacteur d'actes aussi, ce qu'on appelle un rédacteur d'actes selon l'article. Donc là, ça peut aller de 5 ans jusqu'à 10 ans. Ouh là là.
Ah oui, ah oui. On a vu des gens condamnés à 5 ans, 10 ans, hein. Voilà, pour un... Alors, et comment porter plainte, justement, contre cette personne qui a abusé de notre confiance? Tout à fait, c'est simple. Comment, de quelle façon? On Donc, s'adresse à qui? C'est toujours, quand on veut porter plainte, toujours, il y a Oui, trois voilà. possibilités. Donc, ou on va devant un commissariat à la Sûreté nationale, un commissariat de votre secteur, ou on va, c'est-à-dire une brigade de gendarmerie s'il n'y a pas de Sûreté nationale, et donc, ou une lettre au procureur, une plainte au procureur de la République. D'accord. C'est simple, c'est le procureur de la République. Une simple, c'est-à-dire des fois vous Une n'avez... simple demande. C'est simple que vous l'écrivez là et vous mettez vos coordonnées, voilà ce qui s'est passé avec des preuves. Hein. Oui. Voilà, ça dit que vous avez donné tant ou là, par exemple pour la société, le chef d'entreprise. Mais des fois, quand on donne, par exemple, quand on fait confiance à une personne, on n'a pas de preuve qu'on lui a donné telle ou telle somme d'argent, ou alors mon petit coffre d'or où je l'ai donné peut-être Vous avez à une des cousine, témoins. peut-être. Vous avez des témoins. Des fois, ça. Voilà, des fois quand vous achetez l'or, vous avez des factures aussi. Eh voilà, oui. vous avez des factures, vous avez des témoins, par exemple, tel jour, tel... et elle peut, on ne sait pas, des fois, des fois, il y a certaines personnes qui ont retrouvé leur or vendu, à qui elle a remis à cette personne, elle a trouvé vendu dans une bijouterie. C'est comme ça qu'elle a découvert le poteau rose, l'habit de confiance. Elle a laissé en dépôt, c'est-à-dire chez cette personne son or, elle l'a retrouvé dans une bijouterie. Tout simplement. Pour la société et tout ça, c'est simple. Pour les rédacteurs d'actes et tout ça, c'est très simple. On voit, il y a des documents, il y a, voilà. Maintenant, les temps ont changé, il y a des preuves, il y a des, c'est-à-dire des preuves bien probantes, hein, donc elles sont là. D'ailleurs, j'allais vous poser comment justifier un abus de confiance. Donc, parce que des fois, quand on fait quelque chose entre nous et la personne, il y a pas quelqu'un qui puisse être, on va dire, présent et qui puisse un petit peu dire oui, effectivement, elle a donné son coffre ou alors une certaine somme ou bien telle somme à telle personne. Donc, je ne sais pas, moi, comment... comme je l'ai dit, par exemple, pour les personnes là qui sont, c'est-à-dire qui ne sont pas arrivées, elles sont à la maison, nos mères, qui donnent l'or et tout ça, des femmes illettrées en quelque sorte, des fois, il y a des témoins. Des fois, il y a des factures. Elle achète son or avec des factures, c'est ça. Il y a des témoins. Pour l'argent, il y a des virements. Il y a les reçus de virement, il y a, voilà, combien j'ai viré. Comme je vous ai dit, il y a nos expatriés qui font des virements c'est-à-dire payer des trucs, c'est-à-dire il y a les reçus de virement. Pour les sociétés, il y a aussi, c'est-à-dire, et surtout maintenant, ça y est, il faut comprendre qu'on ne donne rien sans rien. Voilà, il faut des preuves pour tout. C'est bon, il ne faut plus faire confiance, même aux membres de leur propre famille. Donc voilà, il faut que tout soit, c'est-à-dire avec des preuves, signatures, documents et tout ça, des copies de pièces d'identité et tout ça. Donc il faut faire très très attention parce que l'abus de confiance, il est très... C'est-à-dire, pourquoi on dit abus de confiance? Parce qu'on a confiance en cette personne. Voilà, et elle a abusé de cette confiance. C'est ça, c'est le problème, c'est là la faiblesse. Et comment s'y protéger? Eh ben, il faut faire confiance à personne. Voilà, tout simplement. Et quand on a envie, confiance à personne. Voilà, c'est bon. On a envie c'est-à-dire de donner à quelqu'un, de faire un mandat ou de laisser ou donner un truc en dépôt et tout, des documents. Vous signez, voilà le document, vous signez. Je vire l'argent, je donne jamais l'argent de main en main, jamais. Jamais. Dernièrement, il allait y avoir une transaction immobilière et qui était quand même assez conséquente. La somme, elle était assez conséquente. Ça s'élevait à des milliards. Alors, j'allais vous dire que ça doit être des milliards. Tout à fait. Alors, on m'a appelé, le client, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, il a eu la présence d'esprit de m'appeler, il m'a dit, voilà, il y a une transaction. Voilà, l'acheteur, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Il me vire, il voulait d'abord tout lui donner, comme ça, dans un cabas ou un sachet. Comme ça, oui. Des milliards comme ça. Voilà, oui. Alors, j'ai dit à mon client, attention, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit non. Alors, on ne va pas tout déclarer, je vous donne la moitié, je vais virer. Je lui dis, c'est de compte en compte. On ne cherche pas à comprendre. Voilà, tout déjà, simplement. pour éviter la fausse monnaie,
les faux billets, et là, vous êtes tranquille. S'il y a quoi que ce soit, vous allez. Alors, non, mais sérieusement, les clients m'ont suivi. Hein, donc, je lui ai dit non. Il lui a dit non, on ne déclare pas la totalité. Je lui ai dit non, on déclare la totalité de la somme. Voilà, tout simplement. Alors, il commençait à faire du chantage. Je lui ai dit non, pour les frais de notaire, moi, j'allais les payer. Maintenant, vous payez avec moi la moitié. Je lui ai dit, mais Alice, vous payez la moitié avec lui. Et donc, mais vous déclarez la totalité de la somme. Parce que ce que tout le monde fait, même chez les notaires et tout, ils ne déclarent pas la totalité de la somme. S'il y a un litige après, donc comment ça? Et on donne la moitié, on laisse la moitié. Je lui dis même, vous ne pouvez pas transporter déjà la personne. Elle est hors wilaya. Je lui dis, vous n'avez pas le droit de transporter toute cette somme d'argent avec vous. Si vous êtes arrêté, c'est bon, terrible, hein, carrément. C'est bon pour la tôle pour 15 ans, 20 ans. Hein. Donc, oui, on n'a pas le droit. On a en droit, même entre wilaya, on a le droit à 500 000 dinars, 50 millions. Ah bon? Oui. C'est tout. Parce que, franchement, moi, je ne savais pas. Je connaissais pas cette information. Il y a des trucs, c'est vrai. Et même mon client, c'était un intellectuel. Il m'a dit, Wallahi al-Adim, maître, je ne savais pas ça. Voilà, il m'a dit, il m'a dit, si je ne vous ai pas appelé, j'allais me retrouver peut-être en tôle ou avec ma carrière foutue, ma vie foutue. Oh là là. Je lui ai dit, vous déclarez même si vous payez des taxes en plus, des frais en plus, payez la totalité. S'il y a un litige, voilà. Alors ensuite, il y a les courtiers, là, Smaslia, qui rentrent en jeu et tout ça. Ils disent non, mais Alice, là, vous allez gagner. On ne gagne pas avec vous, on perd. Quand il y a des gens par là, oui, voilà. Moi, je déclare, point barre. Je déclare, je lui dis, vous déclarez la totalité. Déjà, alors il lui dit, vous prenez des milliards dans un sachet. Non, mais c'est quoi ça? Mais on est où là? Mais c'est fou, hein? Mais les gens, il y a encore des gens qui parlent de il faut dire, d'ailleurs, vous nous avez informé sur un truc vraiment très important. Ouais. D'ailleurs, comme on dit en arabe, al-qanoun la yahmi al-mughaffal. Tout à fait. Ah oui. Voilà. Il faut demander, appeler un avocat. Qu'est-ce que vous perdez? Mieux que de vous... Surtout maintenant, les transactions, là, et ce que j'ai dit, moi, à mon client, moi, même, je lui dis, tu gardes le truc. Parce que quand il y a une somme d'argent assez conséquente qui rentre dans le compte de quelqu'un, c'est-à-dire il y a automatiquement la banque fait une déclaration de soupçon. Eh ben voilà. C'est la loi. Ah ben c'est-à-dire, c'est quoi? Elle fait une déclaration de soupçon, il convoque le client. Il n'y a pas mieux que la transparence. Tout à fait. Le client, je lui dis, voilà, la transaction, tu donnes l'acte de vente avec le reçu du notaire et tout ça, et tu voilà. Justifies, tu es tranquille. Parce que si, par exemple, tu déclares une moitié, tu la fais rentrer, on baisse l'autre moitié, on insiste pour qu'elle rentre sur ton compte. Comment tu vas la déclarer? Il y a une déclaration de soupçon. Oui. Donc, vous allez passer devant le tribunal. Ça veut dire, vous faites quoi? D'où vous avez eu cet argent? Exactement. Voilà. Donc, parce que la banque, là, il faut que le téléspectateur le sache. Quand il y a une somme assez conséquente qui rentre sur nos comptes, il y a automatiquement une déclaration de soupçon faite par la banque. C'est-à-dire d'où vous avez eu cet argent. Il faut le justifier. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire confiance à n'importe quelle personne. Voilà. Donc, l'abus de confiance, voilà. alors, bien sûr, il faut faire très attention. Tout simplement. Merci beaucoup. Merci à vous. Jamila Saber. Eh bien, une petite pause musicale qui s'impose dans le Bonjour d'Algérie d'Orange. Je le rappelle qu'on est mercredi 29 mars. Alors, une très belle interprétation par une très belle voix. Abdelhamid Taleb Ben Diab. Et on se retrouve juste après. كان ينداه لي المكتوب والتربة نمشي ونغنم ما غنم عرب وعجم فرجة الجبال هي الفرجة إذا تعرف يوم تكون عليه الناس ملتمة فرجة الجبال والطواف البيت والكعبة من الازار يا زيار اشغنم من الازار يا حجاج اشغنم
من لوعات الفرقة والشوق والهجرة نبكي نهار ونبكي الليل من عطري خطر المشوم تحير ما وجد صبرا خفت الفضاح ونبوح بما كنت مسري دمع العيون يصيله طين لا فترة فوق الخدود على الوجنات دق أمري من لا بكى ولا حبا ولا بكى والغربة ما دق محنا في زمان ولا تألم فرجت الجبال والطواف البيت والكعبة من الازار وهي زيار اشغنم من الازار وهي حجاج اشغنم أشي غنم من لا توضى ولا صلى أشي كسب من لا زكى ولا عشاق أشي شاف من لا شاف عروسة النجلة بين المداب حين صديق في المحضار والشعار كسى الغرة من فوق النجلة تحتها حاجب اسود منه ملك صبرا بالعيون سحرتني والشفار مهتدبا واللي خدلا حمر والخرطوم والمبسم فرجت الجبال والطواف البيت والكعبة من الازار وهي زيار اشغنم من الازار وهي حجاج اشغنم انا لعبد المسكين ما شاء الله نايق ولود في عماق الدار الله المقبولة فينا من عند الله قوموا نرغب الله بالثواب. Eh bien, je prends toujours, d'ailleurs, moi, je commence toujours avec mes invités, alors parce que j'ai vu, vous allez la découvrir avec moi. Tiens, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai posé comme question hors caméra, mais vous allez la découvrir avec moi. Eh bien, normalement, c'est honneur aux dames, mais là, c'est honneur aux hommes, parce qu'il y a un seul homme au milieu de 3 femmes, donc c'est pas évident. Je vais le présenter. Alors, c'est monsieur Sherif Afroul. Voilà. Abdelwahab Sherif Afroul. Abdelwahab Sherif Afroul Abdelwahab. Ah d'accord, donc c'est Sherif Afroul Abdelwahab. Oui, effectivement, je l'ai ici. Hein. Donc, c'est le manque de café, je crois. Hein. Alors, vous êtes artisan couturier, président de club des artisans couturiers Les Mains d'Or, d'ailleurs, et vous êtes vice-président de la Chambre de l'artisanat et des métiers. Oui. Je ne me trompe pas.
C'est juste. C'est juste. Galek Nishan, c'est bon. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, je suis en compagnie de deux dames, chacune son savoir-faire, puisque je suis avec Madame Soumia Oubaïch, fabrication de produits naturels. Bonjour. Bonjour à vous. Ça va? Alhamdulillah, Vous allez merci. bien? Pas trop Alhamdulillah, stressé, merci. c'est bon? Oui. Est-ce que c'est votre première télé? Oui. Ah, d'accord. Là, ça se comprend. Ça se comprend vraiment. Donc, marhaba bik, Allah Mahana. yasselmek, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous n'êtes pas seule puisque vous êtes avec une autre dame très charmante d'ailleurs et qui n'est pas du tout stressée elle aussi. Donc, c'est Madame Nadia Yahyaoui. Alors vous êtes dans la confection de gâteaux. Oui. Alors, tout ce qui est d'ailleurs gâteau, c'est Ramadan, c'est Sahara, c'est le Ftor, c'est... Alors, et là, vous nous avez ramené quand même quelque chose de très bon. Je vous assure que l'odeur, elle est... Bon, on y arrivera dans un petit moment, mais là, je commence par les hommes. Galanterie oblige aujourd'hui. Donc, c'est monsieur Sharif Abdelouaheb. Donc, vous êtes couturier. Alors, comment vous êtes arrivé à la couture? Parce que vous, chers amis téléspectateurs, vous allez savoir pourquoi je lui pose cette question. Bon, c'est Chef Afoul Abdelouaheb, je suis couturier artisan, couturier hommes et femmes. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, vous nous avez ramené alors quelque chose qui nous a fait énormément plaisir et qui fera certainement énormément plaisir à vous, chers amis téléspectateurs, parce que vous allez découvrir un costume. Pas n'importe quel costume, puisque c'est le costume. Alors, allez-y. Bon, c'est un costume traditionnel homme. Il a plus de 70 ans. Homme oranais. Oranais, bien sûr. Oranais et algérien, c'est un ensemble, un gilet avec un pantalon qui s'appelle Serwal Testifa. Serwal arabe assez. Ah bah oui. C'est un pantalon arabe. D'ailleurs, ça avec fait un très barnos, plaisir de revoir tout ça parce que ça nous remémore un petit peu tout ce qui était du temps des années 20, 30, 40. Plus et plus. Plus encore, si on part en arrière, c'est encore mieux, on va dire, parce que là, on voit le gilet, on voit le pantalon. Alors, Testifa, pourquoi on dit que c'est le Serwal Testifa? هي السروال تستيفا تسمات سروال تستيفا باسكو فيه لي بلي. Beaucoup de plis. Beaucoup de plis. C'est pour cela عليها نعيطوا لها سروال تستيفا. Et il faut combien de mètres de Bon, 3 tissu? mètres de tissu, double large. 3 mètres, oui, bien sûr. Quand on dit double large, c'est 1,50 m de large. Ah, Oh, oui, bien sûr. c'est beaucoup. Oui, bien sûr, parce qu'il y a Il y a trop de plis. Il y a trop de plis. Même le khadma تاعنا est un peu spécial par rapport aux autres pantalons classiques ou là par exemple, parce qu'il dit le ketan bzaf, il dit le tissu bzaf. Bon, plus de gilet, donc c'est un ensemble. Alors attendez, on reste toujours, avec le pantalon. avec le pantalon. Oui, Quelle est la qualité justement du tissu Bon, la qu'on qualité de utilise tissu, pour ouais. Serwal Testifa? شوفي la qualité de tissu اللي نديروه pour سروال تستيفا يجي كتريه يجي في الترقال. الترقال يجي La tergale. La tergale, c'est-à-dire يجي كلاسيك يجي شباب يجي روعة. Donc Généralement, quand vous faites justement, quand vous confectionnez ces pantalons, tabekri, Testifa et tout, donc vous choisissez toujours le bleu nuit. Pourquoi? bon, le bleu nuit, c'est une couleur sombre, elle n'est pas salissante. Donc, quand il dit la blanc, quand il dit le marron, quand il dit le gris, ça dépend. Ça dépend les commandes. La demande du client. Et on demande à en avoir pas actuellement. vraiment, mais بصح حنا رانا شادين في هذا الكوستيم بون ماشي شادين فيه رانا عاود نحييناه من جديد باسكو ما كانش قليل اللي راه يلبسها بصح كاين في لا ريجيون دو لويست دو لالجيري كاين بلايص اللي يلبسوه بزاف. On voit d'ailleurs jusqu'à présent, on voit du côté de Rolizane, du côté de Mezouna, du côté de Mascara, oui, Mostaganem, juste à côté d'ailleurs. Exactement. L'ouest de l'Algérie, c'est presque يلبسوه. Bon, نروحوا من جدة الجزائر كاين سروال تستيفا ثاني ما يقولوش سروال تستيفا يقولوا سروال لوبيا. Exactement. C'est le son. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même parce que هنا في الخدمة تاعه هذا يجي مهود ومام هنا كاين دو تيب دو بونطالون في الوest de l'Algérie كاين سروال الشرقي وسروال عربي. شرقي quand on dit شرقي tu vois donc alors qu'est-ce que c'est le Shergi? Qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas longtemps que شوفي اسمحي لي هذا الانسامبل كنا نهضروا عليه غادي ليميسيون ما تقدناش.
oui. l'émission ما تقدناش باسكو هضر عليه بزاف طويله بزاف بون كونت اون دي شرقي كاين يجي هنا في الوسط يجي طالع شويه ان بو بري بارابور للعربي العربي يجي هاود شويه البنطلون سامبل العربي يجي هاود شويه الشرقي يجي طالع شويه الشرقي سي كوا الشرقي شوف الشرقي سا فو دير من الشرق ولا نو شرقي كما نقولوا حنا كاين كوتي غليزان وكلشي كنقولوا منطقه يقولوا شراقه كونت اون دي شراقه لو مو شراقه سي كوا سي المشارقه سي سا سي المشارقه بون على حسب المعلومات الباحثين انا ما سي با سبيسياليست في التاريخ وكل شيء بون سقسينا دو بوش الوغي قال لك الشرقي كونت اون دي شرقي سي المشارقه والمشارقه عندهم السروال سيتادير المشارقه منين يجوا المشارقه سي كوتي سي دي عرب Ah d'accord, donc vous parlez de, on va dire, en nord l'Algérie, quoi. C'est-à-dire, en nord l'Algérie. Ah le pantalon, ils ont déplacé le pantalon. Non, parce que moi je pensais que le Machariqa c'est du côté de l'Est. Non, c'est Machariqa, c'est Machariqa al-Arabi. Parce que aussi du côté de l'Est, il y a un très joli costume, d'ailleurs de Khanchla, il est magnifique. Ouais, c'est presque le même. Juste avec le burnos et tout. Avec le burnos, avec le gilet, avec le pantalon تستيفا افيك العمامه اللي فيها الكردون اللي يديروا هما العمامه يديروها طويله شويه بارابور العمامه تاعنا حنايا اكزاكتومون حنا عندنا عراقيه ما عندناش عمامه نو لا ماشي عراقيه عندنا الشاشيه ما عرفناش العراقيه عندنا الشاشيه نهضروا على كوتي لا باسكو حنا نهضروا على الاسماوات الحقيقيه بكري كانوا يعيطوا لها الشاشيه ما كانش كاين على العراقيه ما كانش غير هنا دارت العراقيه بس du côté d'Oran alors je m'excuse parce que j'ai un petit peu de connaissances je vais tout mettre aujourd'hui sur le tapis donc d'après mes connaissances c'est du côté d'Oran du côté de tout l'ouest algérien c'est qu'ils ont هذاك الكمبوش voilà كمبوش كاين كمبوش كاين العمامه كنبوش وحده سي با باغي سي با باغي العمامه كنقولوا عمامه توتيه تجي شويه صفراء كاين اللي تجي حمراء كاين تجي مارون فيها لي كولور بي كنبوش يجي كاع ابيض داكور كنبوش يجي ابيض يديروها القطريه يديروها الائمه يديروها العلماء وكاين العمامه توتيه تجي مستفه يديروها المواله يديروها les hommes bien sûr on va dire très classe et très important et très donc et là on part au gilet au gilet c'est un ensemble هذا اللباس اليومي كما نقولوا d'ailleurs on voit que le gilet il a le bouton c'est là oui c'est là où pas comme les gilets actuels qu'on met alors avec un boutonnage qui commence là. Non, ça c'est un gilet moderne, c'est un ancien gilet, l'ancien gilet. En tout cas, ça fait plaisir de voir une tenue pareille. هذه بروح على توني elle est ancienne. ما هذه ماش مخيطه دونك في هذا الوقت ولا Elle a combien d'années? Bon, على حسب ما قال السيد تاعها قال بلي plus de 70 ans. الله يبارك. avec البرنوس البرنوس تاع الصوف. Même le burnos, il doit coûter cher. Hein? Oh, c'est sûr et certain. Il doit coûter cher le burnos. Hein? Oui, كاين برنوس كاين plusieurs de modèles de برنوس كاين في الوبر كاين في الصوف كاين في اللان. Le وبر il est très cher. Elle est très très chère. Oui, ça peut aller jusqu'à 28-30 millions. Hein? Exactement, oui. Mais ça vaut le coup quand même. Mais bien sûr, mais maintenant, si 30 millions, tu gardes des siècles. Alors, chers amis téléspectateurs, je vais vous raconter une toute petite anecdote sur le burnos. Donc, généralement, je pense que, bon, attendez, parce que nous avons des invités qui ne sont pas d'Oran, donc vous allez découvrir avec moi. Normalement, les Oranaises, d'ailleurs, quand elles se marient, les jeunes mariés, ils lui mettent le burnos d'un vieux, c'est-à-dire du plus âgé de la famille. Donc, on dit que sotra. Voilà. C'est ça, exactement. Vous aussi? Barak al-hayk. كاين اللي يديروا الحايك وكاين d'ailleurs le burnos aussi. ماما ورون يديروا الحايك يديروا كسا. Voilà, t'as une vieille dame. Et Kain, l'idée le burnos aussi, le burnos, et puis il kharaj al-arosa, et puis voilà. Donc il y a tout un rituel et ça varie de famille en famille. D'ailleurs, les familles oranaises, elles ont toutes pratiquement les mêmes traditions et coutumes. Donc je viens vers vous pour parler des gâteaux qui accompagnent notre soirée ramadanesque. Et là, je vois Cigar. Oui. Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Bon, je suis spécialisée pour les gâteaux traditionnels, typiquement traditionnels.
Je fais les gâteaux modernes, mais je suis spécialisée gâteaux traditionnels qui sont... D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse. Ah oui. Tout ce qui est traditionnel, il est bon, il est raffiné, il est... Oui. Ça dépend, ça diffère de région à une autre. Mais كما نقولوا كامل عندنا un point commun. Même les gâteaux. Il y a le macaron qui est en point commun. Il y a le grioche qui est en point commun. Les cigares, samsa. La différence. Oui, je vois samsa d'ailleurs. Oui. Alors, par contre, je préfère cette samsa. Avec la pâte. Exactement. C'est ça la différence. Avec le dio, j'aime pas. Samsa traditionnelle, elle est faite. On fausse nos traditions. Exactement. Donc, samsa traditionnelle, c'est à base de pâte. Elle n'est pas à base de diol. Alors, quel est le secret de cette belle pâte? C'est la pâte. D'ailleurs, c'est ce que j'aime, là où il y a des petites... Voilà. Donc, quand vous voyez les petites bulles, elle est réussite. Très bien. Alors, on va le montrer à nos chères amies téléspectatrices, parce que c'est elles qui préparent tout ce qui est sucré. Voilà. Voilà. Sinon, il était joli, hein. Je demande à notre réalisateur Mehdi Defallah de zoomer sur les gâteaux. Alors, j'espère qu'on ne va pas vous donner envie à la régie de prendre un bon café accompagné d'un bon gâteau. Voilà. Samsa, surtout Samsa. Alors, zoomez sur Samsa. On y tient, hein. Voilà. Hey, dit Samsa avec sa pâte, vraiment. Alors, quel est le secret de la pâte de Samsa? C'est la préparation. C'est la préparation. Oui, parce que dans les gâteaux, c'est la recette, c'est la préparation de la recette. Il faut bien préparer la pâte pour avoir une belle samsa. Pour la laisser bien se reposer. Non, non, c'est pas le repos de la pâte, mais c'est la préparation de la pâte. C'est-à-dire, par exemple, pour la farine, et pour avoir une belle samsa, il faut utiliser semaine, pas le beurre. Et pas la margarine. Eh bien, on vous a donné une belle astuce pour réussir vos samsets à la maison, surtout pendant le mois de Ramadan. On accompagne le thé le soir, donc on a envie de prendre un petit sucré, Donc, on prend un petit gâteau et puis. D'ailleurs, c'est la même pâte que le baklawa. C'est la même pâte. Donc, pour réussir samsa et baklawa, il faut utiliser le semaine au lieu du beurre ou de la margarine. Ah, très bien. Et لازم تبسيهم مليح entre les mains avec la farine. C'est-à-dire la sabler. Oui, bien la sabler. On a un geste à faire. C'est-à-dire, alors, quel est ce geste? Juste mesdames, suivez bien. Quel est ce geste? Comme ça. Oui. Ah bah voilà. نخدموها غير هكذا. Bon, bien sûr, في le récipient تاعنا نخدموها هكذا bien ندخلوا ديك la farine. Pour bien imprégner la farine avec le semen. Voilà, très bien. Et le semen يكون bien sûr fondu. Et froid, et refroidi. Et refroidi. Oui. Ah, c'est ça le secret de la bonne pâte. refroidi, le refroidi كي يكون بارد ما يكونش راح يولي غامولي يقعد كيما الزيت ما يكون بارد. باسكو تبدل لك لا تيكستور دو لا بات. Très bien. كي يكون سخون بزاف تكون عندك اون بات كي يكون شويه تياد تكون اون بات وكي يكون بارد une pâte ويكون رايح الغامولي ثاني تولي لك une pâte. Donc ce sont des pâtes différentes. Oui. Donc et la bonne pâte de la bonne samsa, c'est avoir justement semaine en liquide mais berde, mais froid. Voilà. Donc essayez un petit peu de suivre ces astuces. D'ailleurs, ce il sont faut des pas astuces. trop travailler la pâte. C'est juste la ramasser. Ah d'accord. Donc quand il يروحوا يعجنوها après يحصلوا فيها. Exactement. احنا نقولوا العدو تاع لي بات traditionnelles c'est العجين. Il faut pas تعجنيهم, c'est les ramasser, c'est-à-dire juste نلموهم بيدنا تخدميها غير بشويه pour avoir Et vous recevez des commandes sur beaucoup plus pour les gâteaux traditionnels que les gâteaux prestige comme on les appelle maintenant. Oui, très beaucoup. Même ماشي غير في رمضان, c'est-à-dire même les mariages, les événements, c'est les gâteaux traditionnels. Très bien. Alors, Madame, là, je viens vers vous. C'est Madame Soumia Obaïch. Alors, vous êtes mise à faire, on va dire, à fabriquer des produits au naturel. Oui. Donc, et comme d'ailleurs même les jeunes femmes actuelles et les femmes qui travaillent, elles vont maintenant vers tout ce qui est naturel. Donc, tout ce qui est chimique, on est en train de un petit peu le boycotter. Exactement. C'est l'avenir de la planète. Exactement, l'avenir de la planète. Alors, comment vous êtes arrivé à cela? Pourtant, vous êtes dans un autre domaine carrément. Voilà, bon, moi, j'ai fait chimie.
J'étais étudiante, j'ai fait chimie, mes études c'était de la chimie. En bas, je me suis occupée de mes enfants. Min كبروا mes enfants, ça y est, ولاو autonomes. Alhamdoulilah, vous avez du temps. Oui, وليت تقلقت, il y a beaucoup de vide وانا نحب une personne تكون productive. تما alors وليت دائما نشكي قال لي راجعي دوك انطلقي ولادك راهم كبروا. Allez go. ديري واش حبيتي. Occupez-vous بحاجه. Alors comme j'avais une peau très sensible, حوست على رحت للاستيتيسيان مي حبيت حاجه بيو ناتورال. Il n'y avait pas, bien sûr. Il n'y avait pas. Ou même, كيما دركا les réseaux sociaux هنا تشوفي. Effectivement. Bon, صبت une formation, درت la phytothérapie, درت l'esthétique, les plantes. La phytothérapie, عرفت les manœuvres, les produits qu'il faut, les plantes qu'il faut, les bienfaits de chaque plante, mais c'était pas suffisant. Une formation de 6 mois ou là. Alors j'ai amélioré mes connaissances. قعدت toujours نحوس. كنت نسقسي ميم العجايز سقسي جداتي الله يرحمها يعرفوا كاع. Les meilleurs conseils c'est ça. Ah oui. وكي درت انا لا فورماسيون الاولى داير في لا فان تاع لا فورماسيون درت لنا كل وحده تبريباري اون ميموار كل وحده اون بلانت تقرا عليها ديري لا ريشيرش عليها. Et vous avez choisi par exemple عطاتني انا لو رومارين كي ان انتيريد روعه. Par excellence. Ah oui. دايوغ غير ترفدي اون تيج حطيه في لاكور تاعك تاع الماء اللي مليح كي تكون تاع الطين. وي. تخليها فيها ديجا كي تشربي حاجه. Et on prend cette eau. Oui. Voilà. Ah bah oui, ça purifie un petit peu. Voilà. Et puis, ومن بعد bon درت l'esthétique c'est bien mais كي ديري لو سوان تاعك نديرو une fois par mois. Mais c'est pas suffisant. لازم il faut une continuité. Un travail voilà, l'hygiène quotidienne واش لازم. Alors قعدت واش حاجه نستعملوها كل يوم سي لو سافون. Effectivement. Alors تما بديت مع الوقت كنت نرابي لا سافونات ونزيد لها هذوك لي زويل اللي نعرف بلي ملاح pour chaque type de peau. Par exemple l'huile, la plante, اللي تليق. Mais ça donnait pas la forme شابه. Alors من بعد صبت كاين اون فورماسيون من بعد ولاو انتشروا هاد لي فورماسيون تاع لي سافون اي تو سا. درت لا بروميير فورماسيون حبيت نخدم لو سافون من البدايه سادير تكون عندي لا ماتيير بروميير ونخدم بها وحاجه اللي جي انسيست عليها يكون بالويل دوليف. Ah oui, il n'y a pas mieux d'ailleurs, c'est un antiride. C'est un antioxydant, c'est un antiride par excellence. Exactement. وندير l'huile d'olive vierge. نجيبوها من البلاد d'ailleurs. Voilà. من المعصرة يكون macéré à froid. اللي ناكلوها ماشي اللي ديستيني الكوزميتيك. Donc vous utilisez. Ah oui, j'utilise هذيك l'huile d'olive d'ailleurs. Alors ça dépend chaque type. Bon, انا بديت بلا بو تاعي بعدا. Voilà. Vous étiez votre propre cobaye. Voilà. Ben voilà. Alors بعد وليت j'ai remarqué les remarques, on me faisait les remarques. لا بو تاعك راهي مليحه واش راكي ديري منها. ومن بعد وليت نحوس alors وليت نوري لهم هذوك لي سافونات نمد لهم bien sûr تبداي مع la famille les amis. Donc elles ont essayé et ça a marché. Voilà, et ça a marché. Très bien. Alors et vous avez fait combien de alors je vois une variété de savons mais aussi des huiles, je vois aussi qu'il y a des masques aussi, c'est ça? Oui. Voilà. Alors c'est quoi ah oui, c'est un savon sous forme de oui, sous forme c'est un savon voilà avec l'huile d'olive et le lait de coco. C'est un savon très très hydratant. Je dis d'ailleurs prenez-en un, voilà. Voilà. Je pense que voilà. Très bien, donc voilà. Donc il est à base de quoi? L'huile d'olive et le lait de coco. Ben voilà, c'est très très bon pour le visage. Très très le hydratant. lait de coco, hein, très hydratant. Par exemple, j'ai une savonnette anti-rides. Oui. Alors, il y a l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de chia. Ah ben, si avec tout ça, l'huile d'amande, on garde toujours les mêmes rides, voilà. C'est grave. Hein. L'huile d'amande, jojoba, l'aubaine dakar et l'huile de figue de Barbarie. Ah oui, d'ailleurs. Et j'ai pu même ramener la poudre de figue de Barbarie. C'est ce qui a fait une très très bonne savonnette. Et ça coûte combien une savonnette pareille? 80 000. 800 dinars. Ben, de toutes les façons, on achète des pains, d'ailleurs, de grandes marques. Exactement. 5 mois. Et en plus de ça, l'autre pain, il coûte plus cher que celui-là. Hein.
Donc, ça, c'est par connaissance de cause. D'accord, Voilà. très bien. Par Donc, exemple, on vous recevra dans d'autres occasions, Inch'Allah, pour nous présenter toute votre gamme, d'ailleurs, de produits. On voit les huiles, on voit le miel pur. Alors, le miel pur, il est très bon. J'ai un savon au miel, justement, oui. Voilà, il est très bon. Et il est très bon aussi, le miel pur, pour les cicatrices, Magnifique, par exemple. Alors, c'est un très bon cicatrisant, d'ailleurs. Je le rappelle à nos chers amis téléspectateurs et à vous qui êtes avec moi, d'ailleurs, que le miel pur est utilisé dans un des plus grands hôpitaux d'Europe, spécialisé dans les grands brûlés. D'ailleurs, pour la cicatrisation des grands brûlés. Et croyez-moi que ça a donné de l'effet. Et là, elle me montre une crème. Alors, pour ça, justement, pour les brûlures. Pour les brûlures. Voilà, avec l'huile, avec du miel. Très bien. Elle est magnifique pour ça. Ah ben voilà. Très cicatrisante. Merci. Merci. Donc, merci beaucoup à vous. Merci, marhaba bikom. Et puis, bonne continuation. Et certainement, on va vous rappeler pour nous présenter à chaque fois. Vous nous présentez peut-être un produit, pourquoi pas? Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Merci, monsieur. Et continuez à nous confectionner on va dire, de très jolis salouès testifa avec un très joli... Je suis un couturier hommes et femmes. Hommes et femmes. Et qu'est-ce que vous faites comme pour femmes? Pour femmes, Deya, blousa. Mais maintenant, je fais le costume orané. Ah oui. Il vaut mieux. Ah oui, c'est normal. Très bien. Très bien. Alors, une petite escapade musicale avec Nassim El-Andalous. فقلت يا الله ستر عليا فقلت يا الله ستر والشفايت وغاردي من النضار والشفايت وغاردي من النضار
On commence tout le temps de toutes les façons. Donc, il m'a dit à votre aise, bien à mon aise, merci. Alors, c'est monsieur Anwar Benabadji, chef d'orchestre, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir au Bonjour d'Algérie. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Très bien, merci. Alhamdulillah. Alors, bien sûr, vous nous avez ramené des pépites. Alors, des pépites dans la musique andalouse, alors elles excellent et c'est ce soir qu'elles vont donner un très joli spectacle à la salle Maghreb. Ce soir, c'est à 22h, donc c'est ça, je ne me suis pas trompée. Alors, nous avons avec nous, vous nous avez ramené d'ailleurs Nihal Bendimred. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes accompagnée de Selma Benabadji. Bonjour. Bonjour Imen, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. Elle est baisse? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Et bien sûr, monsieur Amin Bendimred. Bonjour. Bonjour. Ça va? Alhamdulillah. La baisse? Vous nous avez ramené d'ailleurs la percussion, vous. Oui. Très bien. Alors, parlez-nous un petit peu de la préparation du spectacle de ce soir. Alors, comme d'habitude, à chaque mois de Ramadan, donc on anime une soirée. Et la priorité est donnée toujours en symbiose. Mis à part le grand orchestre, bien sûr, il y a toujours l'école, une représentation des élèves de l'école. Cette fois-ci, on n'a pas eu la chance comme l'année dernière. L'année dernière, on a présenté pendant toute une soirée l'école dans toutes les catégories, parce qu'on a 5 niveaux, et tous les niveaux confondus. Donc, on est à peu près à 120 élèves. 120 élèves de D'ailleurs, Nassim El-Andalous, elle procède beaucoup plus pour la formation des jeunes plutôt qu'autre chose. Le plus important. C'est très important. Le plus important, c'est la transmission de cet héritage et de cette musique algérienne, parce qu'on est fiers de le dire, c'est indéniablement, c'est la musique classique algérienne, qu'on l'appelle d'ailleurs andalouse. Et Nassim El-Andalous, elle excelle depuis cette année. On va fêter les 50 ans de la création de l'école. Depuis la création de l'école. Donc c'est une grande occasion. Donc voilà. Donc 50 ans, c'est pas que rien. Il y a eu plus de 4500 élèves qui sont passés à Nassim El-Andalous. Et chaque année, on a une rotation de 150 élèves. 150. C'est vrai, il y a des élèves qui partent, il y a des élèves qui sont appelés à d'autres responsabilités. Et par contre, il y a le noyau qui est là. Et ce noyau, c'est c'est le noyau constituant qui enseigne et les générations futures. Et parmi les générations, vous avez des pépites qu'on a ramenées à vous. Et on a d'autres pépites ce soir. Quand j'invite tous les téléspectateurs et notre cher public oranais et algérien, bien sûr, de venir, de les encourager. Et vous allez voir, vraiment, ils ont Donc fait vous avez choisi pour cette soirée les juniors, c'est ça? Junior, on va dire. Oui. On n'a peut-être pas junior, mais vraiment, ils étaient juniors, mais vu la prestation, Inch'Allah, bien sûr. Ils ont bien préparé. Ah oui. D'ailleurs, sur l'affiche, on a carrément libellé le grand orchestre, voilà, pour les encourager. Et vous avez choisi des noubas, qu'est-ce que vous avez choisi pour ce soir? Pour cette soirée, on a choisi un extrait de nouba dans le mot de Meth. Parce que la nouba, il y a la nouba classique, comme la nouba zidane, il y a le mode classique, et on a adapté la nouba zidane avec des paroles de Meth. D'ailleurs, vous allez écouter des extraits maintenant, un extrait de cette nouba. Donc on peut écouter, on va le demander à Selma, d'ailleurs, est-ce qu'on peut écouter maintenant ces pépites pour juste 2-3 minutes? Allez-y. Je ne pouvais pas m'empêcher, hein, la râle. Je vais les accompagner. Oui, allez-y. محمد بشر وخير تلك البشر محمد بشر وخير
تلك البشر بل هو يقوتات والناس كالحجر بالهوى قد بيت على وجفا جفني المنام وحشاني اني تبزى ودموعي بنسيجة دمع شملي قد تفرى يا ترى حبي أرى أهلا ولا العشق أجرى عبرتي ما سحت أهلا ولا العشق أجرى عبرتي ما سحت Bravo, franchement, merci beaucoup pour ce petit cadeau que vous nous avez fait d'ailleurs pour nous, pour notre plaisir, le plaisir de nos chers amis téléspectateurs qui ne peuvent pas justement assister, qui sont loin pratiquement, donc qui ne pourront pas assister à votre spectacle ce soir. Donc juste un dernier mot, vous allez interpréter combien de, on va dire, nouba modifiés? Ça va être en deux parties. Cet extrait de Nouba, plus, bien, vu la tradition, il y a une série de mets, toujours dans le mode mouel, et avec des nouveaux mets de Ben Younous Ben Adda de Mostagana. Donc on va interpréter en deuxième partie et pour un volume total de 1h30, 1h15 à peu près, voilà. Très bien, c'est à partir de 22h, c'est ce 22h soir. à la salle D'ailleurs, Maghreb. vous allez être justement avec un grand artiste, Abbas Riri. Oui. D'ailleurs, ce soir, mercredi, à 22h à la salle Maghreb. Eh bien, on va donner aussi le programme de tout le week-end. Le jeudi 30 mars, ça va être Mariam Ben Allel et Abdelkader Chaou demain soir, toujours à la même heure, à 22h, et toujours à la salle Maghreb. Le vendredi, alors Nour El Houda Chikhaoui, Houriya Baba, Sabar Houeri et Abd Samad Bakhada à la salle Maghreb, toujours à 22h. Le samedi soir, l'association Ibn Badja et bien sûr l'association Dar el-Fen. Eh bien voilà, donc on vous a pratiquement renseigné sur ces 3 dernières soirées du week-end, 4 plutôt, donc je ne sais plus compter maintenant, hein. Il me faut un bon café. Hein. Ça prouve qu'il y a vraiment un programme très riche. Exactement, très riche et très bien adapté à toutes les familles oranaises, oui, et notamment les familles qui sont en vacances à Oran parce qu'on est en vacances de printemps. Donc, ça peut toujours aider les familles à sortir le soir et apprécier d'ailleurs une famille familiale et musicale. Donc, ça va être programmé justement par l'ONCI qu'on salue, l'ONCI, la direction de l'Ouest. Donc, merci beaucoup. Sahar Mdankom ou Sahar Nahar, comme on va dire. Donc, on finit avec vous en musique. Oui, donc vous allez avoir le maître qui va... Eh bien, allez-y alors. Donc, alors, allez-y, commencez. Sous ces notes d'Andalou, très jolies d'ailleurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée à vous, chers amis téléspectateurs. Alors, essayez de préparer vite les repas. Au revoir.
بن زكية الله الله الحوض نورد الله الله نداوي ما بيا الله الله من شهدي أحلى الله الله نهيها شفائي الله